allez effectivement descendre dans la rue à partir du 1er décembre? Pas descendre dans la rue, on va simplement manifester sous diverses formes. Il y aura des réunions, il y aura des témoignages. Certains descendront peut-être dans la rue. Le ras-le-bol et la souffrance des patrons français. Des patrons qui innovent dans la contestation et la communication, mais avec quelle stratégie, quelle efficacité, comment le MEDEF de Pierre Gattaz s'inscrit-il par rapport à celui de ses prédécesseurs et ne joue-t-il pas trop la carte de la provoque, comme l'a dit récemment le ministre de l'économie? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, tout honneur, un patron du MEDEF qui sait faire parler de lui, avec nous 4 invités. Bonjour. Michel Ouferlet, sociologue, spécialiste des organisations patronales et auteur de ce livre, Les patrons des patrons ou l'histoire du MEDEF, aux éditions Odile Jacob. Patricia Balm, conseillère en communication et bonne connaisseuse du monde de l'entreprise. Gaël Sliman, politologue, fondateur d'Odoxa, pour analyser l'impact dans l'opinion des propos et propositions parfois iconoclastes du MEDEF. Et enfin, Denis Bertrand, sémiologue et habitué de l'émission. On va commencer avec vous par les symboles qu'utilise le MEDEF dans son dialogue parfois tendu avec le gouvernement. Ça commence fin 2013 avec des cartons jaunes. Des cartons jaunes adressés au gouvernement. Les chefs d'entreprise sont en colère et ils le font savoir. Ils étaient un peu plus de 2000 réunis hier à Lyon. Une nouvelle illustration des relations compliquées entre l'exécutif et le patronat. Aujourd'hui, ce que les chefs d'entreprise attendent, ce sont des mesures concrètes pour baisser le coût du travail, pour baisser la fiscalité, donc les impôts sur l'exploitation, et aussi pour simplifier drastiquement les codes et la rigidité que nous avons partout. Pierre Gattaz prévient, le ras-le-bol fiscal des entreprises pourrait se transformer en colère des patrons. Voilà, un carton jaune pour le gouvernement, mais le MEDEF se veut aussi dans la proposition, celle de créer des emplois. Si on aide les entreprises, un discours symbolisé par un PINS, le fameux PINS, 1 million d'emplois, lancé en janvier 2014 et porté depuis par Pierre Gattaz à la Boutonnière. Ce projet 1 million d'emplois que je porte à la Boutonnière, comme un certain nombre d'entre vous, j'y crois. C'est mon combat quotidien, mais ça devrait être celui de tous, celui du pays. Car tous ceux qui veulent que notre pays s'en sorte, tous ceux qui veulent réellement lutter contre le chômage, devraient porter ce PINS et venir travailler à nos côtés. Et que tous ceux qui critiquent, qui se moquent, qui glosent sur ce projet m'expliquent ce qu'ils proposent. Rien, en général. Voilà, ça ressemble un peu à un tacle au gouvernement qui porte pas le PINS à la Boutonnière, mais qui exige des engagements chiffrés sur les créations d'emplois en échange des allègements de charges et du fameux pacte de responsabilité. Alors on va revenir sur le discours, mais d'abord sur le symbole. Denis Bertrand, après les cartons jaunes, là, le PINS à la Boutonnière, qu'est-ce que ça vous inspire, cette communication faite d'images et de symboles? La réunion des deux signes du carton jaune et du PINS, pour moi, illustre d'une manière frappante le registre propre au discours du patronat en France, peut-être ailleurs, je ne sais pas, qui est un registre un peu ludique. Il y a un mixte de légèreté et de gravité. Il y a un mixte, presque un discours parfois un peu adolescent, un peu protestataire, mais sur un ton qui reste presque toujours... Le PINS, c'est ado et protestataire. Oui, le PINS, c'est ainsi. Oui. Et le carton jaune, c'est une métaphore ludique par excellence. Ça veut dire quoi, ce MEDEF qui devient adolescent et protestataire? Je pense que c'est... Alors, ce serait à creuser, peut-être d'un autre point de vue, mais c'est caractéristique du registre de discours des patrons. Il y a quelque chose où la dureté s'habille de légèreté, où le côté victimaire, facilement adopté, masque le côté patronal, justement. Ah, c'est une manière de cacher la dureté du monde patronal avec un petit côté ado. Il y a une rhétorique du ludique. Une rhétorique du ludique. Michel Ouferlet, ça vous inspire quoi, vous qui êtes spécialiste du MEDEF? L'affaire du carton jaune, je ne sais pas s'il est ludique, mais en tous les cas, elle est intéressante à analyser parce que, d'une certaine manière, c'est assez rare que les patrons, justement, manifestent. Sauf peut-être les petits patrons du bâtiment, où c'est assez rare également qu'ils se mettent dans une salle. Bon, et donc, Lyon, c'est quelques centaines, quelques milliers, maximum 1500 patrons qui se sont réunis, de manière à peut-être canaliser en quelque sorte les problèmes de la base actuelle. Bon, et alors, le symbole a été fort, je pense, je ne sais pas si c'était un peu symbole ludique, il a été fort, parce que d'une certaine manière, les seuls hommes politiques
avoir utilisé le carton, c'est Marine Le Pen. Marine Le Pen, lors de la campagne présidentielle, il y a eu les UMP, on a vu le Conseil de Paris il y a ces jours-ci, mais c'est vrai que c'est assez, sur le pins, rare. je ne sais pas, le voilà le pins, mais alors voilà avec tout, hein, c'est un pins français, c'est un pins de création française justement, et donc ce pins est effectivement un petit peu ringard, si vous voulez. Bon, effectivement, c'est quelque chose, la mode des pins a un peu passé. Je ne sais pas si c'est adolescent, mais vous direz ringard. C'est un peu vieillot, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir qui porte le pins et qui ne le porte pas. Pourquoi? Parce que vous dites tout à l'heure, ça s'adresse à la base aussi. Oui, mais alors, effectivement, ça s'adresse à la base parce qu'effectivement, je pense qu'il y a en ce moment, justement, chez les patrons, un sentiment, justement, de ras-le-bol fiscal qui est, justement, là aussi, porté par les organisations. Et le fait donc de pouvoir canaliser jusqu'à une certaine mesure la colère des patrons, bon, c'est en quelque sorte le travail des organisations non protestataires du patronat. Hein. Dans toute mon enquête, on m'a dit on existe pour éviter le poujadisme de la rue. D'accord. Donc c'est une manière aussi de canaliser. Vous dites alors, et sur la formule Gaël Slimane, parce qu'on se demande finalement s'il se retrouve pas aussi là un peu pris à son piège, hein, aussi, voilà, notamment lorsqu'il fait ce petit tacle au gouvernement. Il évoque 1 million d'emplois, on lui retourne, engagez-vous. Comment il s'en sort là? Moi, je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire sur l'aspect concession à la base ou comment calmer sa base. Parce qu'on vit quand même une situation totalement inédite à double titre. Et donc, il y a un effet ciseau. Inédite de voir les patrons envisager de manifester. On entendait dans votre extrait Geoffroy Roux de Bézieux chez Stéphane Soumier. Vous voyez un petit peu comment il est mal à l'aise. Voilà, Donc, on a des patrons qui font quelque chose qui est tout à fait inédit pour eux, dans un contexte qui est inédit dans l'autre sens, c'est-à-dire que rarement, peut-être même jamais, on aura vu des politiques depuis ces derniers mois, en plus de gauche, expliquer qu'ils vont mener une politique pro-business. Bah oui, c'est ça qui est incroyable. On a le Premier ministre qui se retrouve au MEDEF en sachant qu'il doit aller à La Rochelle une semaine plus tard devant ses sympathiques militants socialistes et qui dit « j'aime l'entreprise bah oui. ». Donc en termes d'opinion, du coup, ça fait un décalage, on est dans un effet ciseau qui rend la posture du MEDEF assez incompréhensible parce que pour une fois, depuis des années, dans toutes les enquêtes qu'on réalise, on a des Français qui nous disent oui, les patrons on leur met trop d'impôts, il faut alléger, il faut simplifier. Toutes les revendications que porte Pierre Gattaz, elles sont en ce moment plutôt en phase avec l'opinion, sachant que pendant 20 ans, ça n'a pas été le cas. Et c'est le moment où le gouvernement lui-même est porteur de ces réformes qu'il appelle de ses voeux. Qui joue les rebelles. Où il joue les rebelles, donc c'est tout à fait incompréhensible. Alors Patricia Balme. Mais c'est justement parce que c'est un gouvernement de gauche qui est en place. Et c'est l'occasion formidable pour Pierre Gattaz et les gens du MEDEF de se victimiser. Et pour la première fois, on assiste à cette victimisation des patrons, c'est-à-dire les méchants patrons sont devenus des pauvres patrons sur qui on tape fiscalement. Donc ça, c'est un premier point intéressant. Et en fait, là, c'est vraiment un rôle de syndicaliste dans lequel il se place, Gattaz. Oui, vis-à-vis de sa base aussi. Et vis-à-vis de sa base. Deuxième chose, vous parliez du PINS que vous avez montré. Ce sont des outils de communication. Le PINS, c'est touche pas à mon pote. C'est la main jaune de touche pas à mon pote. Donc, si vous voulez, les outils de communication comme le carton jaune, comme le PINS, eh bien, ils s'en servent et ils ont raison. Et c'est une vraie grande communication organisée autour de cette affaire des patrons maltraités finalement. On a l'habitude que ce soit les ouvriers qui soient maltraités par un gouvernement. Eh bien non, ce sont les patrons. Donc ils sont plutôt bons, je trouve, dans cette séquence qu'ils mettent en scène. C'est vrai qu'en tout cas, tout le monde a retenu les 1 million, là, la petite, alors ringarde ou pas, 2 ou pas, en tout cas, tout le monde a retenu. Alors ça s'accompagne aussi de propositions. Hein. Le MEDEF ne cesse de faire des propositions pour créer ces fameux 1 million d'emplois, objectif décliné depuis 1 an avec des solutions résumées dans un petit livre jaune. Là encore, c'est jaune, en septembre. Créer 1 million d'emplois, pour Pierre Gattaz, le patron des patrons, c'est tout à fait possible. Nous avons tout pour réussir. Nous avons tout pour gagner, tout pour revenir au plein emploi d'ici à 2020. Et pour réussir, le MEDEF a édité ce petit livre jaune. À l'intérieur, une série de propositions pour faire baisser le chômage. Première idée, travailler plus, y compris le soir ou le dimanche par exemple. Les patrons pensent pouvoir créer ainsi 300 000 emplois.
Autre piste de réflexion, les entreprises devraient pouvoir négocier avec leurs salariés la durée de travail hebdomadaire, 35, 37 ou 40 heures. Ce n'est pas à l'État de décider, disent les patrons. Il faudrait aussi songer à supprimer 1 ou 2 jours fériés. Il y aurait là jusqu'à 1% de croissance à prendre. Des propositions diverses et variées, mais issues d'un seul et même constat. On souhaite qu'il y ait d'autres solutions qui soient mises sur la table pour faire en sorte qu'on travaille plus en France, car la France s'appauvrit du fait qu'on ne travaille pas assez. Quant à savoir si ces 2 jours de travail supplémentaires seront bien payés aux salariés, ça dépend des cas de figure, peut-être ou peut-être pas. Voilà, peut-être ou peut-être pas, hein. On verra ce que vous inspire le style de sa réponse. Vous allez réagir tout à l'heure, mais d'abord, autre proposition, parce qu'il y en a eu d'autres. Des propositions choc. Quelques semaines plus tard, dans une interview à l'Opinion, Pierre Gattaz propose de sortir de la convention de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui oblige à justifier les motifs du licenciement, des motifs qui voudraient trop de recours au prud'homme selon le MEDEF. Écoutez les explications de Pierre Gattaz suite à la polémique suscitée par cette proposition. Je n'ai pas du tout dit qu'il fallait supprimer les justificatifs de licenciement. J'ai dit qu'il y a une peur de l'embauche en France. Oui. J'ai dit que le licenciement, c'est un acte, c'est un échec, c'est un acte difficile, c'est un échec en fait. Et que nous, on souhaite embaucher. L'embauche est un investissement. Par contre, l'emploi, le chef d'entreprise a peur d'embaucher. Pourquoi il a peur d'embaucher? Parce que les licenciements, la sortie sont compliqués, sont insécurisés. C'est souvent conflictuel, oui. Alors, mais il faudrait les rendre plus clarifiés. Il faudrait clarifier les licenciements. Et je dis que pour faire ça, eh bien, il faut s'attaquer malheureusement à l'OIT. Une convention qui s'appelle la 158, parmi les 200 que la France a signées de l'OIT, il y en a une qui induit une complexité supplémentaire et qui fait que les juges français, dans certains cas de figure, font référence à cette juridiction supranationale qui complexifie un peu plus la législation du travail. Voilà, il dit pas ça, du coup on a l'impression qu'il l'a quand même dit, on commentera. Mais alors suite à ça, Marie-Lise Lebranchu, ministre de la fonction publique, le traite d'archaïque. Et suite à ça, il en remet une couche quelques jours plus tard en revenant sur une de ses propositions, celle de supprimer l'ISF déjà évoquée en 2013, ce qui lui vaut là encore une réponse cinglante du gouvernement, cette fois d'Emmanuel Macron, qui estime que c'est de la provocation. On se demande vraiment... On a l'impression qu'il y a un petit jeu comme ça, une proposition où il va quand même très loin, hein, surtout face à un gouvernement de gauche, vous le disiez, et puis hop, une petite réponse du gouvernement, et puis une nouvelle proposition. À quoi il joue? Alors peut-être Patricia Balme, et puis vous réagirez? Oui, je pense qu'il joue d'abord à exister. À exister. Oui. Lui, personnellement. Oui, je veux dire, après Laurence Parisot, qui a quand même été une figure marquante du MEDEF, qui était une femme, qui avait une certaine personnalité, qui n'était pas langue de bois et qui osait dire les choses. Eh bien, lui, à son tour, peut-être avec une autre technique de discours, beaucoup d'humour d'ailleurs, il a un certain humour, parfois quelques moqueries aussi. Il a besoin d'exister. Je vous rappelle qu'il a eu un père qui a quand même été un président de patronat emblématique, et Laurence Parisot. Et lui, il arrive là-dedans. Donc il a besoin effectivement d'être reconnu et d'imprimer... L'interprétation psy ou communicationnelle? Non, communicationnelle. D'imprimer une marque. D'imprimer sa marque à la tête du MEDEF. Alors vous allez réagir sur le reste, mais d'abord peut-être sur le style de Bertrand, un petit mot, parce qu'on voit là cette petite blague, hein. Est-ce qu'ils seront payés là quand ils travailleront plus? Peut-être ou peut-être pas. C'est quoi? C'est de la provoque, comme le dit Emmanuel Macron? C'est de l'humour? Oui, je pense que pour moi, ça confirme cette idée d'un registre un petit peu adolescent, d'un registre un peu de la provocation, c'est-à-dire quelque chose où le sérieux est traité de manière sur un ton non sérieux, c'est quand même extraordinaire de voir ces propositions du livre jaune, avec une légèreté époustouflante. On balaye des acquis sociaux historiquement. C'est pas nouveau, ça. Non, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. C'est les revendications du patronat depuis 20 ou 30 ans, donc c'est pas tellement nouveau. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est le ton sur lequel ces propositions sont présentées. Et je trouve quelque chose d'assez nouveau, qui est celui d'une légèreté. D'une légèreté qui présente ça sous le mode de l'évidence à partager, quelque chose de presque naïf, Mais moi, je pense que c'est très important, ces effets-là. C'est très important parce que, disons que ça met d'une certaine manière ce ton de
l'évidence, mais d'une certaine façon l'auditoire de son côté. Qu'est-ce que vous attendez du patron des patrons? Non, mais nous, on n'attend rien, on se pose la question de l'impact. On pose la question de l'impact que ça produit. On viendra sur des archives, mais peut-être ce que dit Denis Bertrand, vous dites c'est le fond des revendications du MEDEF, sans doute, mais sa manière de le faire, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il le fait avec un style quand même très particulier. Et d'ailleurs, on se pose la question, vous disiez tout à l'heure qu'il parle à sa base, c'est est-ce qu'il cherche à parler à sa base quand il fait ses propositions, qui souvent ne débouchent pas sur grand-chose d'ailleurs, parce qu'il les refait comme ça quelques temps après. Il parle à sa base ou il veut vraiment mettre la barre haut pour entamer une négociation avec le gouvernement? C'est-à-dire qu'il est constamment pris dans ce qu'est le rôle d'un dirigeant qu'on appelle les patrons des patrons, mais qui ne patronne rien du tout. Bon, c'est essentiellement le représentant donc des chefs d'entreprise à qui fait confiance le gouvernement et les journalistes, si vous voulez, pour dire ce que pensent les patrons. Bon, mais en tout état de cause, je pense qu'effectivement, il reprend un certain nombre donc, de fondamentaux donc, du MEDEF et des patrons depuis une vingtaine d'années, en y ajoutant d'une part sa patte personnelle, et puis alors c'est vrai, bon, là, la dernière incartade, pourrait-on dire, c'est la Convention 158 de l'OIT, là qui n'est pas n'importe quoi, puisque ça, on revient à ce moment-là, donc sur 60 voire 70 ans de législation sociale, la première fois, je vous rappelle, où on a fait justement quelque chose concernant donc les motifs de licenciement, c'est l'ordonnance de 1945. Oui, c'est pour ça qu'on a l'impression... Avant 1945, il n'y avait pas justement de nécessité de motiver les licenciements. Mais ça fait 30 ans, pardon, que les patrons essayent d'enlever cette clause, parce que le problème c'est de licencier, et dans quelles conditions. Et tous les patrons ont la peur du prud'homme qui se profile à l'horizon. Oui, bien sûr. Mais alors, on va pas sans faire le débat de fond. C'est vrai qu'on a l'impression que sur la manière de le faire, il est quand même dans un registre, effectivement, où il entre guillemets, il balance ça. Après, on ne fait pas le débat de fond d'une manière qui, effectivement, qu'est-ce qu'il cherche? On a peut-être oublié également Parisot et Célière. Alors, on a peut-être oublié également. On a oublié. Non, mais c'est intéressant. Un autre style, mais c'était également des revendications assez semblables. Alors, on y reviendra. Gaël Siman, un petit mot sur l'impact. Je pense pas qu'on ait... D'abord, je ne pense pas qu'on ait oublié Parisot et Célière. Je pense qu'effectivement, il y a une posture de la part de Pierre Gattaz qui va bien au-delà. Vous avez raison de rappeler que ça fait 30 ans qu'un certain nombre de ces revendications sont celles du patronat, mais enfin, pour le coup, on a un tout petit peu de mémoire. Ça n'a jamais été, vous l'avez rappelé, vous, s'agissant de la Convention de l'OIT, exprimé avec autant de force, autant de virulence. À mon avis, il y a une raison à cela, autre que des raisons psychologisantes, qui existent certainement s'agissant de Pierre Gattaz, mais qui sont... Premièrement, le contexte politique exceptionnel dans lequel nous sommes, à savoir une opinion publique qui, je vous le disais tout à l'heure, est prête à accepter un certain nombre de réformes, on va dire pour faire simple, d'inspiration libérale ou social-libérale, dont elle ne voulait pas entendre parler cette opinion publique, ne serait-ce qu'il y a 5 ou 6 ans de cela, à l'époque de Nicolas Sarkozy. Donc ça veut dire qu'il pousse l'avantage, quoi. Je pense. Oui. Et la deuxième raison, c'est un gouvernement en plus de gauche, qui, encore une fois, va lui aussi extrêmement loin dans la main tendue vers le patronat. Donc la stratégie, et à mon avis il y a une petite limite de ce point de vue-là, la stratégie semble être une stratégie à la fois je soulage ma base, et en même temps, puisque je suis sur un terreau plutôt fertile, un terrain favorable, je vais pousser très loin mon avantage pour décaler le curseur le plus loin possible. D'accord, donc c'est une vraie stratégie. Oui, sauf que je ne pense pas que ce soit efficace parce qu'il y a le facteur opinion publique. Et si les Français sont prêts, bien plus qu'auparavant, à accepter un certain nombre de réformes d'inspiration libérale, ils ont aussi le sentiment que, en ce moment, les choses vont très loin en faveur du patronat. Et qu'il ne faut peut-être pas pousser le bouchon trop loin. Et qu'il ne faut pas pousser le bouchon trop loin, comme on dit de manière triviale. Alors, un petit mot, Patricia Balme, sur l'habileté ou pas, en réaction. Vous venez de dire une chose très juste, c'est stratégique. Il n'improvise pas en faisant tout ça. Mais donc stratégique pour un résultat. Mais bien sûr, face à un gouvernement de gauche, comme je le disais tout à l'heure, et il profite de cette opportunité formidable pour transformer les patrons en victimes, ce qui est quand même du jamais vu. Mais peut-être pour obtenir des choses aussi. Mais bien sûr, et pour pousser le gouvernement jusque dans ses retranchements néolibéraux. Quelque part, avec cette nouvelle... Donc vous diriez c'est une stratégie, vous vous dites il y a une limite, vous vous dites ça marche. Oui, bien sûr. Alors. Ah ben moi je pose la question. Non, mais parce qu'effectivement... On peut parfois avoir l'impression qu'effectivement c'est un peu de la gaffe, quoi, parce qu'il rétropédale, pas de la gaffe. Hiver-printemps 2014, l'essentiel justement donc, de la production journalistique et sondagière sur Gattaz, c'était il n'arrête pas de faire des bourdes, c'est un gaffeur, c'est un super gaffeur. Mais ça c'était l'avis des journalistes. Je pense qu'il a raison d'agir comme il agit en ce moment. Et vous dites quoi alors, au vu de tout ça?
Vous dites gaffeur ou stratège, fin stratège se faisant passer pour gaffeur? Je m'interroge, c'est tout, je m'interroge. Je ne peux pas vous dire, si vous voulez, ce que je pense véritablement, parce que je pense qu'il y a une espèce d'oscillation chez le personnage. Il ne faut pas oublier là aussi que c'est quelqu'un qui n'est pas un homme d'appareil au départ. C'est-à-dire que je pense qu'également c'est quelqu'un qui, en quelque sorte, veut mettre en scène les patrons comme un patron. Alors, ça ne se fait jamais comme ça, mais en tous les cas, c'est quelqu'un, je pense, qui n'a pas forcément d'après médiatique et qui n'est pas forcément calculateur et qui donc se laisse un petit peu aller. Je ne sais pas quel est son conseiller communication, vous les connaissez peut-être sans doute beaucoup mieux que moi, mais qu'est-ce qu'on lui incite de dire? Est-ce qu'on le pousse là-dedans? Est-ce qu'on le laisse aller ou est-ce qu'au contraire, on le freine? En tout cas, par moment, il donne un peu l'impression de rétropédaler, comme sur RTL, où il dit c'est pas du tout ce que j'ai dit. On a l'impression qu'il fait légèrement marche arrière. C'est très politique pour le coup, Ah oui. parce que c'est une spécialité parfois un peu agaçante de certains hommes politiques d'envoyer des petits ballons sondes et donc d'avancer assez loin et puis ensuite de faire marcher à dire mais non mais j'ai pas voulu dire ça à ce moment-là. Moi je ne pense pas du coup que ce soit du tout un gaffeur, je pense qu'il suit une stratégie, je pense que dans l'esprit c'est une stratégie qui se tient, qui se défend. Il aura certainement un bilan qui sera le meilleur bilan de tous les patrons du MEDEF. Ah ouais, vous faites déjà le bilan. Il l'a déjà. Non, mais son bilan, il l'a déjà. Imaginez. Le Premier ministre Love Business, oui, c'est ça son bilan. Le bilan Love Business et une politique menée depuis 18 mois qui jamais n'a été autant en faveur du patronat, c'est déjà un bilan. Après, je pense qu'il va trop loin dans sa stratégie et que du coup, à un moment donné, il peut se lui dire, ça y est, le bilan, il est là, faut peut-être calmer le jeu maintenant. Faut peut-être calmer le jeu. Alors, on parlait de Laurence Parisot, hein. Vous disiez qu'elle aussi allait loin dans les propositions choc. Alors, cela dit, Laurence Parisot, elle a quand même réagi à une proposition de Pierre Gattaz. Alors, autre proposition audacieuse, celle de créer un SMIC intermédiaire pour les chômeurs de longue durée. Alors, suite à ça, attention, ça se passe par tweet et par médias interposés. Laurence Parisot tweet, c'est de l'esclavagisme, ce qui lui vaut une réponse de Pierre Gattaz via une lettre transmise quand même au journal Le Monde, dans laquelle il dit, je cite, avoir été choqué par ses prises de position sur un sujet porté au titre de l'institution. Et dans cette lettre, Pierre Gattaz demande aussi à ce que l'intitulé ex-présidente du MEDEF ne soit plus utilisé par Laurence Parisot lorsqu'elle intervient dans les médias, ce qui lui vaut une réponse, toujours par médias interposés. Alors ça, c'est une façon stupéfiante et même choquante de réécrire l'histoire. C'est comme si il souhaitait que de Gattaz à Gattaz, il ne se soit jamais rien passé. Moi, je considère qu'il ne faut surtout pas créer un sous-SMIC. Ce serait vraiment une erreur terrible et ce serait très choquant. Bien, mais si certains dans le patronat veulent discuter avec moi du sujet, je le fais volontiers. Que tous ceux et celles qui ont envie de lire la lettre la lisent, parce que c'est aussi, franchement, un superbe exemple de misogynie. Oui. Femmes, taisez-vous. Voilà, et tac, et réponse de Pierre Gattaz, toujours dans les médias. Le SMIC intermédiaire, d'abord, il serait temporaire et il serait abondé par l'État. Quel est le problème? C'est quoi le SMIC intermédiaire? 700 €, quoi. Mais ça veut dire quoi? 600 €. Mais oui, mais abondé par l'État, ça veut dire que vous préservez un pouvoir d'achat éventuellement à 1000 ou 1100 € net pour les gens. C'est une logique esclavagiste. Vous vous rappelez qui a dit cela? Oui. Bon, point. Quoi? Full stop. Quoi? Pourquoi? C'est tout, point terminé. Oui, bien sûr, j'ai bien compris que j'étais un esclavagiste misogyne. Est-ce que, Nicole Notat, est-ce que M. Chérec fait des commentaires systématiquement sur les propos de Laurent Berger? Est-ce que M. Thibault fait des commentaires sur l'action et sur M. Le Pen? Non. Je pense que, si vous voulez, ce que je pense, c'est qu'il faut avoir une certaine droite il faut avoir une politesse, un savoir-vivre. Laurence Parisot peut bien sûr s'exprimer tant qu'elle veut, elle peut s'exprimer vis-à-vis de moi, elle peut m'apporter des idées, je suis toujours ouvert, on peut en discuter, mais je pense qu'elle débatte avec Marine Le Pen ou avec Monsieur Mélenchon. Voilà, et clac, qu'elle débatte finalement sur le terrain politique qui l'intéresse, dit-il. Alors, sans rentrer dans le fond de la polémique, parce qu'il y a peut-être aussi une question de personne, hein, parce que je crois que Laurence Parisot aurait bien aimé rempiler pour un mandat supplémentaire, donc il y a peut-être aussi effectivement cette question de personnes qui jouent. Là, on voit quand même qu'il y a une vraie différence entre les deux. Vous disiez, il n'est pas si différent que ça de ses prédécesseurs. Oui, alors, elle est logique avec elle-même, c'est-à-dire que lors du CPE, elle avait été contre le CPE, hein, de manière extrêmement claire. Donc il va quand même plus loin que les autres. Il va effectivement plus loin que les autres. Bon, simplement, je crois que c'est également, si vous voulez, du point de vue du fond, c'est intéressant comme renvoi d'ascenseur. D'une part, moi je ne pense pas qu'effectivement, sur ce coup-là, il y ait misogynie.
Laurence Parisot a essuyé beaucoup de choses depuis la campagne de 2005 jusqu'à sa sortie donc en 2013, du point de vue de la misogynie, mais peut-être pas là. Là, il y a d'une certaine manière quelque chose qu'elle reprochait éventuellement aux autres, à savoir on lave son linge sale en famille. Et d'une certaine manière... Elle lave le linge sale sur la place publique. Elle l'a déjà fait une fois. Elle l'a fait une fois aux 20h, justement, en 2008, lorsqu'elle a attaqué l'UIMM. Ça fait la deuxième fois qu'elle fait. Une des et on la rappelle à l'ordre patronales. de l'institution. L'institution patronale. Donc vous dites là, l'erreur de com, entre guillemets... C'est pas une erreur de com, c'est une erreur de fond. Et donc là, elle a en quelque sorte mis de l'argent dans la mécanique, et elle s'est fait effectivement, d'une certaine manière, reprendre au mot. Hein. Ouais. C'est l'institution. L'institution patronale ne parle en elle-même, mais ne parle pas à l'extérieur. D'accord, elle casse les codes, en fait. Elle casse les codes du patronat, elle plus que lui. Vous n'avez pas l'air tout à fait d'accord, Patricia Ball? Non, c'est-à-dire qu'en fait, ça a été formidable, c'est une femme formidable. Mais au-delà de ça, elle s'est engouffrée dans la brèche de sa culture, du féminisme presque limite suffragette. D'accord, mais pas que du féminisme, aussi sur le fond, puisque vous le disiez sur le CPE, elle a l'air quand même de contester le fond aussi. Bien sûr, elle conteste le fond, mais à travers une posture ultra féministe. D'accord. Et c'est très malin de sa part, parce qu'elle renvoie Gattaz vers l'image d'un homme misogyne. Et Esclavagiste, d'ailleurs, il en plaisante. Il le dit. Et ce qui est formidable, c'est que finalement, on assiste à un affrontement entre l'ancienne patronne du MEDEF et le nouveau. Et en fait, effectivement, elle n'a pas digéré le fait de ne pas plus avoir poursuivre. Et bon, elle l'a fait avec cette culture des femmes qui remettent en cause les propos des hommes parce qu'ils sont des hommes et parce qu'elles sont des femmes. Un petit mot, Gaël Slimane. Je pense que là-dessus, Laurence Parisot, elle ne peut être qu'en porte-à-faux à double titre. D'abord sur le féminisme, parce que je ne partage pas votre opinion, je ne pense pas qu'on puisse mettre en avant le féminisme et être un tant soit peu entendu, y compris par des femmes. Quand, en l'occurrence, dans les critiques et l'opposition qu'elle avait avec Gattaz, rien ne relevait. Elle en a profité. Oui, mais vous avez dit qu'elle en a. Elle l'a fait avec son style. Vous avez dit qu'elle y gagnait. Là, en l'occurrence, il n'a pas dit femme, taisez-vous. Non, c'est elle qui ajoute. C'est elle qui le cite. C'est elle qui le dit, mais elle a tort de le dire, à mon sens. Oui, c'est pas parce qu'en l'occurrence, c'est parce que vous êtes une femme qu'on vous dit que vous êtes. Exactement. Là, il y a un vrai débat idéologique. Et ensuite, je rejoins monsieur. On a une institution qui est le MEDEF, dont elle était la patronne. Personne ne peut comprendre, vous connaissez l'expression triviale, cracher dans la soupe, personne ne peut comprendre qu'on savonne la planche de son successeur en le taclant au moment où il est D'accord, donc là c'est lui qui s'en sort bien. Vous disiez tout à l'heure les lignes dans l'opinion, là c'est 100%. Là en termes de ligne d'opinion, c'est 100% strike. C'est double carton, c'est même carton rouge, c'est double carton jaune. C'est carton jaune d'abord parce qu'on tacle son successeur sur un sujet où il n'était pas légitime qu'elle vienne le faire. Elle ne met pas le doigt là où ça peut faire mal, elle ne met pas le doigt là où ça peut... Et deuxièmement, on se défend derrière du féminisme alors que l'opposition n'avait rien à voir avec son genre. D'accord, alors autre comparaison, puis on reviendra à l'actualité plus tard, sur l'évolution du MEDEF et du style. Comment s'y prenaient les prédécesseurs de Pierre Gattaz? Alors il y a eu des confrontations assez violentes entre les patrons et le gouvernement de gauche, notamment un moment de crise très fort, les fameuses 35 heures imposé par le gouvernement Jospin contre l'avis du MEDEF qui s'appelait alors le CNPF, provoquant avec ça la démission de son patron de l'époque, Jean Gandois. Le comité exécutif du CNPF vient de se réunir. À la sortie, les patrons ne font aucun commentaire, ou presque. C'est suffisamment grave pour que vous attendiez un petit peu. Quelques minutes après, Jean Gandois, le patron des patrons, annonce sa démission. Il ne pense pas être l'homme adéquat pour mener le combat qui se prépare. Je suis plutôt un négociateur qu'un tueur. Je ne pense pas avoir le profil, étant donné mon goût pour l'ouverture et le dialogue, avoir le profil qui va être nécessaire dans ce pays pour défendre les entreprises au cours des prochains mois et peut-être des prochaines années. Dès l'annonce du gouvernement vendredi sur les 35 heures, Jean Gandois était sorti furieux avec le sentiment d'avoir été trompé. Nous avons été bernés tout au long de la journée. Il va sans dire que nous avons perdu une bataille, mais que nous n'avons pas perdu la guerre. Aujourd'hui, il tire les leçons de son échec et laisse à la tendance dure du patronat le soin de mener cette guerre. Voilà, et lui succède alors un patron de combat, Ernest Antoine Sellière. L'énarque, PDG d'une grande entreprise, est peut-être le tueur attendu. Oui, tueur de fausses idées, d'illusions, j'espère de chômage. Et puis vous savez, le CNPF, de toute manière, ne dispose que d'une petite épée de bois.
c'est une organisation qui n'a absolument aucun pouvoir quand on le compare à celui de l'État qui a tous les pouvoirs, ou même celui des syndicats qui, eux, peuvent bloquer les services publics. Voilà, une petite épée de bois et peu de pouvoir. Le pouvoir quand même de changer de nom, changer le nom de l'organisation, ce qui est fait un an plus tard. Le CNPF devient MEDEF. Il fallait vraiment que le changement de nom du CNPF soit d'une portée symbolique très forte pour que 1800 patrons acceptent de sacrifier une demi-journée sur leur emploi du temps pour venir plébisciter la naissance du mouvement des entreprises de France, le MEDEF. Le tout est de savoir si un changement de sigle suffit pour modifier une image qui apparaît souvent rétrograde et arc-boutée sur des valeurs d'une autre époque. Le patronat, qui dérivait du mot patron, a une connotation péjorative, démodée, ancienne et très critique. Et je crois que nous avons souhaité en effet nous débarrasser. Ça prendra du temps parce que c'est une locution bien installée dans le vocabulaire français. Mais quant à nous maintenant, nous sommes le mouvement des entreprises de France. Il n'y a plus de référence à cette dénomination un peu ancienne. Se mettre en phase avec les attentes des nouveaux entrepreneurs, rénover le dialogue social et redéfinir les rapports avec les pouvoirs publics, c'est ce qui doit traduire au-delà des sigles la volonté des dirigeants d'entreprise de mieux s'insérer dans la société. Voilà, mieux s'insérer dans la société et puis rompre un peu avec cette connotation en fait de lobby patronal hein, pour être vraiment dans la défense des entreprises. Alors du coup, vous qui avez beaucoup travaillé sur le MEDEF, on voit cette évolution, on voit l'évolution du discours, le patron de négociation, puis après le patron de combat, ce changement de nom. On dit mais dans quelle continuité finalement s'inscrit Pierre Gattaz? Est-ce qu'il n'a pas aussi peut-être raté cette évolution vers le MEDEF ancré dans la société ou pas finalement comme vous le disiez? Vous voulez dire qu'on est retourné au CNPF? Non, je pose la question, Non, non, mais justement, le mot patronat, on ne s'en débarrasse pas comme ça. Hein. C'est-à-dire que le mot patronat, c'est quelque chose qui a été réinventé en 1936, après les grèves de 1936. Et après, depuis, si vous voulez, donc, les années 60, les différentes instances patronales ont essayé de se débarrasser de ce boulet qui était justement le terme patronat, qui était très connoté, exploiteur, etc. Bon. Et que reprend effectivement au second degré, on l'entendait, Pierre Gattaz, esclavagiste, quoi. Qu'on lui revient. Les premiers à se débarrasser, c'est le CJD, c'est les jeunes dirigeants. C'est en 68, mais il faut attendre 30 ans pour que, justement, les patrons, les vrais patrons, les grands patrons, effectivement, fassent leur mue. Et ce n'est pas effectivement facile, parce que le père de Gattaz, justement, Yvon Gattaz, a essayé de le faire dans les années 80 et s'est fait mettre en minorité devant le Conseil exécutif. Et on n'enlève pas, si vous voulez, ce mot qui est à la fois, si vous voulez, un symbole répulsif pour toute une série de gens et un symbole mélioratif aussi pour toute une série d'autres. En province, il y a toute une série de gens qui aiment bien être chefs d'entreprise et être des patrons. Et patron, le mot patron n'est pas forcément péjoratif. Alors Gaël Simane, vous disiez... Pour le grand public, pour le grand public, oui, très énormément. C'est-à-dire que le fait d'avoir un mot, testez-le dans les enquêtes, qui s'appelle entreprise, qui est un mot qui véhicule du positif, plutôt qu'un mot qui s'appelle patron, ou pire encore, patronat, qui ne véhicule à peu près que du négatif auprès de toutes les catégories de la société française. Alors vous avez raison, auprès de petits patrons en province, peut-être qu'eux, ils vont dire moi j'aimais bien m'appeler patron. Mais en grande masse, sur la majorité. En grande masse, sur le changement, non. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant dans votre séquence, c'est la conjonction des deux. C'est-à-dire, finalement, Jean Gandois qui dit maintenant, il va y avoir du sang sur les murs, il faut un tueur, et moi je suis trop gentil. Et donc on choisit Seyer qui, du coup, pour pouvoir mieux tuer, dit moi je vais prendre un nom plus gentil. Et on va cesser de s'appeler. Ben non, c'est tout à fait logique. Pour pouvoir être d'autant plus dur, autant avoir un nom qui passe beaucoup mieux. Ça, c'est plutôt Kessler. C'est ça. Oui. C'est plutôt Kessler. C'est tout à fait. Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. C'est vraiment de la stratégie, du paraître dans la communication. C'est complètement paradoxal, mais pas du tout, en fait. Mais enfin, en même temps, le mot patron. Le mot patron est quand même ambivalent. Je suis tout à fait d'accord. Il ne faut pas oublier que le patron, c'est d'abord le saint patron. C'est le protecteur, et qu'il y a quand même, et je pense que dans l'usage de ce mot, notamment du côté des petits patrons, je suis le patron, il y a cette dimension, il n'y a pas qu'une dimension négative à mon avis, il y a aussi une dimension qui reste positive. Du grand public, on ne parlait pas des patrons eux-mêmes. Et pour revenir sur Patricia Balme, sur l'histoire effectivement, donc on a un nom plus doux, entre guillemets, pour taper plus dur. Finalement, Pierre Gattaz, il est dans cette continuité de Célière, Parce que ce que vous disiez très justement, déjà patron, c'est un mot péjoratif. Mais alors le patron des patrons, c'est ce qu'il y a de pire, il faut l'assassiner. Et ce qui s'est passé, d'abord, deux choses très rapidement intéressantes. La démission de Jean Gandois, c'est heureux de voir qu'à l'époque, il y avait des gens qui avaient le courage de démissionner et pas rester à la tête d'un poste qui était quand même assez emblématique. Première réflexion. Deuxième réflexion, l'arrivée d'Ernest Antoine Célière, c'est
l'arrivée d'un homme politique à la tête du patronat. C'est plus un syndicaliste ni un président de syndicat des patrons. Donc il devient politique. Et les autres ont suivi Et les autres suivent effectivement. Laurence Parisot est une femme politique et elle pouvait être considérée comme telle. Aujourd'hui, Pierre Gattaz se présente comme un homme politique avec des mesures, des réformes, etc. Sur l'ensemble, il ne veut pas, justement. Il propose des mesures pour l'ensemble de la société. Il propose des mesures pour tout le monde. L'image d'un homme qui apporte un programme. D'accord, oui, vous disiez il ne veut pas parce qu'il propose quand même des mesures pour toute la société. Je suis un patron, il n'arrête pas de dire je suis un chef d'entreprise et je veux faire des commandes. Et d'une certaine manière, le MEDEF fait trop de politique. Alors qu'il se méprenne exactement sur son rôle, parce que bien entendu c'est un rôle politique. C'est très politique quand on parle du SMIC. En tous les cas, c'est toujours la manière dont il veut se présenter. Je suis d'abord un chef d'entreprise. Mais entre ce qu'il veut... Je peux vous réconcilier l'un de l'autre. En l'occurrence, c'est pas parce qu'il le dit qu'il ne le fait pas. En l'occurrence, il se comporte, je suis tout à fait d'accord avec vous, il se comporte vraiment, et heureusement, ça prouve qu'il fait bien son job. Il se comporte comme un homme politique et il a intérêt, je sais bien, et il a intérêt à dire qu'il n'en est pas un pour ne pas mécontenter sa base. C'est pour ça qu'un bon patron n'est pas forcément un bon patron des patrons. La révolution lexicale du MEDEF à la place du patronat est quand même manifestement échouée dans la mesure où le mot qu'on emploie toujours, c'est le mot patron. Et c'est le mot patronat dans la communication, comme on le fait nous-mêmes ici. J'aime l'entreprise. Oui, mais j'aime l'entreprise ne s'est pas du tout substitué, ni mouvement des entreprises, à l'emploi de mots patron et patronat. Alors, on a vu, on a évoqué les rapports du MEDEF et des politiques. Se prennent-ils pour des politiques? Les patrons, entre guillemets, du MEDEF, en tout cas, les rapports avec les politiques ne sont pas toujours simples. Moment peut-être paroxystique en février dernier, lorsque Pierre Gattaz accompagne aux États-Unis François Hollande. Il fait partie de la délégation officielle. Et là, que fait-il? Eh bien, il critique le pacte de responsabilité. Il faut surtout, si vous voulez, arrêter de gérer par la contrainte. Je crois que c'est fondamental. Aujourd'hui, vous voyez, quand j'entends parler de contrepartie dans ce pacte, j'entends aussi des gens qui me disent on va vous contraindre, on va vous obliger, on va vous mettre des pénalités. Si vous ne le faites pas, vous allez être puni. Il faut arrêter ce discours qui est insupportable. On n'est pas dans une cour d'école. Et même les cours d'école américaines sont toujours dans l'incitation positive. En France, je ne sais pas pourquoi, nous sommes toujours dans l'incitation négative. C'est-à-dire il faut coincer le gars, il faut le punir. Vous faisiez une aparté, c'était l'adolescent, la cour d'école, on reste dans le même registre, vous disiez. Alors, continuons l'histoire. Donc tout ça, ça se passe sur le sol américain, ce qui vaut illico une question à François Hollande lors de sa conférence de presse commune avec Barack Obama. Alors le président répond en rappelant ce qu'est le pacte de responsabilité, mais sitôt après, lorsque les Français se retrouvent entre eux, devant la communauté française de San Francisco, eh bien il tacle Pierre Gattaz. Et même cet avantage qui a été d'avoir le président du MEDEF tout au long de notre déplacement. Vous pouvez l'applaudir. Il sera même dit que j'ai fait applaudir le président du MEDEF. Je ne doute pas qu'il me rendra l'appareil le moment venu. Ça fait partie du pacte de responsabilité, j'imagine. Alors, applaudi ou pas, Pierre Gattaz se dit-il qu'il est allé trop loin? En tout cas, il semble calmer le jeu de retour à Paris. Je soutiens ce pacte. 2, j'ai applaudi à ce pacte. 3, c'est un moment historique pour nous de faire bouger les lignes, de changer la France, de faire le choix de l'entreprise, de faire le choix de la mondialisation et de faire en sorte que le chômage baisse. Ce n'est pas un engagement inconditionnel, c'est un projet. Il faut le voir comme un projet. L'État a des engagements à tenir, les partenaires sociaux ont d'autres engagements à tenir et nous, le MEDEF, avec les patrons, nous aurons des engagements à tenir, mais chiffrés, qui seront plus des objectifs, si vous voulez. Dans cette histoire, là, pareil, on se pose toujours la même question, finalement, avec Pierre Gattaz, c'est est-ce qu'il va trop loin et il rétropédale? Est-ce que c'est parfaitement maîtrisé? Patricia Balme, qui mène le jeu, alors? D'abord, il a tenu en main cette séquence. Ils sont à l'étranger. Il oblige le président de la République à répondre. Le président de la République s'en tire très bien avec un mot d'humour, comme il sait si bien le faire, mais Pierre Gattaz a existé dans cette séquence. Alors évidemment, l'image qu'on donne à l'étranger, voilà, c'est pas formidable. Oui, mais il imprime sa marque, malgré tout. Et ça fait partie de sa stratégie. Il faut le lui reconnaître.
D'accord. Alors, on va vous faire réagir. Peut-être juste, Denis Bertrand, vous parliez du côté adolescent. Là, ça aurait été le fil rouge de l'émission. Pour moi, oui. Il imprime sa marque, là, mais avec cette métaphore cours d'école. Oui, cette métaphore cours d'école. Mais je voudrais dire l'emploi, l'analyse qu'il fait du mot engagement et la distribution du mot engagement selon les partenaires sociaux. L'État, engagement. Les syndicats, engagement. Le patronat, objectif. Oui, il y a quand même aucune synonymie entre engagement et objectif. Bravo. Enfin, c'est incroyable. C'est comme s'il faisait disparaître le sujet. C'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'un objet, objectif. Il n'y a plus de sujet, engagement. C'est quand même extraordinaire cette déresponsabilisation subjective qu'il y a dans ce discours-là. D'accord. Là, il botte en touche. Tout en rétropédalant. Significatif. Bravo. Bonne analyse. Ah ouais, non, intéressant. Un petit mot là-dessus d'ailleurs, Michel Auferlet, sur ce que vient de dire Denis Bertrand. Effectivement, engagement pour tout le monde, sauf pour nous finalement. C'est-à-dire là, il est un peu pris. D'une certaine manière, il est sur le même bateau. Et donc, c'est pas forcément une position extrêmement facile. D'autant plus. Il est pris pourquoi ? Il est pris par quoi ? Par le fait simplement qu'il y a le pacte de responsabilité qui va amener quand même un certain nombre d'argent dans les caisses des entreprises. Bon. Et il ne veut pas donner de contrepartie. Bon. Et également, d'une certaine manière aussi, parce que c'est sa position. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'un patron des patrons peut donner comme contrepartie, sinon éventuellement donc des objectifs extrêmement généraux. C'est-à-dire que un patron des patrons ne peut pas engager les patrons. Mais alors du coup, est-ce qu'il a raison d'autant parler du pacte de responsabilité, notamment aux États-Unis, etc. Parce que du coup, c'est lui qui remet le sujet sur la table en permanence. Il est dedans. Il est dedans, il ne peut pas non plus s'en sortir. Il ne peut pas non plus s'en sortir. Il ne peut pas non plus s'en sortir. Il est en quelque sorte, ils ont le mot pacte, c'est quelque chose d'ailleurs qui a été repris à la fois du vocabulaire européen et du vocabulaire également patronal. Il y a une. Et forcément, pour un pacte, il faut être deux à s'engager. Il faut être deux. Avant le pacte de responsabilité, il y a justement, donc, je ne me souviens plus quel est le nom exact que proposent justement donc les organisations patronales de passer à un pacte. Le terme fort, avec le gouvernement. Bon. D'accord, oui, donc avec des contreparties. Avec des contreparties, mais qui sont des contreparties. Bon, alors, en objectif. Est-ce que le petit livre jaune n'en donne pas éventuellement quelques-unes? Bon. D'accord, ok, non, mais c'est intéressant. De manière du coup, relativement lâche, c'est vrai. Et pour terminer, du coup, Gaël Siman, ce qu'on a finalement dit, il y avait un débat, gaffeur ou pas, stratège ou pas. Là, globalement, on dit plutôt stratège, plutôt bon bilan. Vous l'avez dit déjà à la moitié de l'émission. Stratège, bon bilan. Et là, sur cette séquence, la bourde. La bourde. Puisque on ne peut pas critiquer le chef de l'État à l'étranger quand on l'accompagne. De la même manière que je disais tout à l'heure, en prenant entre guillemets la défense de Pierre Gattaz face à Laurence Parisot, que Laurence Parisot ne peut pas donner le sentiment qu'elle savonne la planche de son successeur et que du coup Pierre Gattaz jouait sur du velours face à Laurence Parisot tout à l'heure. Là, de la même manière, c'est lui qui se met en tort. Et d'ailleurs, on voit bien à quel point... Il y a des codes de fair play, celui qui casse les codes, celui qui ne respecte pas la règle. C'est formidable de se faire entendre. C'était l'occasion rêvée. Mais non, ce n'est pas l'occasion rêvée dans la mesure... dans cette histoire de pacte de responsabilité. Mais ce n'est pas l'occasion rêvée dans la mesure où il est obligé de perdre la face devant tout le monde, puisque chacun considère qu'il a eu tort de s'en prendre au chef de l'État à l'étranger, et qu'à peine le pied posé en France à son retour, il est obligé de rétro-pédaler et d'expliquer que oui, bon, quand même. Donc, c'est quelqu'un qui agit de manière stratégique, qui réalise plutôt des bons coups, mais là, une fois n'est pas coutume, il a dérapé et il a eu tort. Non, pas du tout. Quand il revient en France, il rétro-pédale pas, il ajuste simplement. Il a lancé cette séquence et il l'a très bien fait. Et c'était audible à l'étranger parce que justement, c'était pas le sujet du voyage. Et ça, il a fait très fort en termes de communication. Et en termes de rapport de force, vous diriez aussi. De rapport de force et d'obliger le président de la République. J'ai l'impression... Nous aurons un désaccord là-dessus. On va terminer sur le désaccord. On vous réconciliera pas là-dessus. Mais merci à tous les quatre pour ces analyses. Merci à Aurélie Dafasque, Marie Lebon et Paul Bastien qui se sont levés tôt pour m'aider à préparer cette émission. Merci à Lélia Chou qui s'est couchée tard pour la montée. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et tous les jours sur le site de Public Sénat pour voir et revoir tous les déshabillons-les. C'est quelqu'un qui pousse les limites. Moi, mon analyse, on la partage pas avec. C'est que c'est quelqu'un qui pousse les limites et il cherche à déplacer le curseur. A priori, c'est pour ça que je disais au milieu de l'émission que ça fonctionne plutôt. D'un public à l'autre. C'était suggéré par Gilles Leclerc. Bravo. Notre patron.